Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Alalma, l'émission qui parle de la culture et du milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Lors de l'émission d'aujourd'hui, nous parlerons d'histoire, de mythes et légendes, des pactes ésotériques, mais avant tout des musiques et des cultures populaires. Afin d'élucider les mystères du mythe de Faust et de son influence dans la littérature et surtout à l'opéra, nous recevons avec plaisir Viviane Janoc, aussi connue comme la petite renarde de l'opéra, apprentie dans les services électriques de l'Opéra Comique de Paris. Bonjour Viviane, bienvenue. Bonjour, Je suis content de faire cette émission avec toi parce que ça fait un moment qu'on c'est vrai, a envie de la faire. c'est vrai, oui, Donc bon, lançons-nous sur le vif du sujet. vaillamment. Faust, ça vient d'où ça? C'est quoi Faust? Alors Faust, c'est un mythe qui remonte à la Renaissance, en fait, au tout départ. On sait qu'il y a eu apparemment un scientifique qui avait ce nom-là, c'était un Allemand, donc son nom de famille c'était Faustus. Et en fait, on sait qu'il a eu une mauvaise réputation pour plusieurs raisons dans sa vie, d'une manière ou d'une autre. En fait, on n'a pas trop les détails, mais on sait qu'il n'était pas apprécié. Et c'était une époque très particulière, la Renaissance, parce qu'il y avait tout ce côté humaniste où en fait on commençait à s'éloigner de la religion et on allait de plus en plus vers la science. Et donc les scientifiques, pour une certaine partie de la population, c'était des gens qui reniaient Dieu, qui était foncièrement diabolique, voilà. Et donc tout ça a fait une sorte d'effet boule de neige. Et assez rapidement après sa mort, finalement, hein, au cours du XVIe siècle, on s'est retrouvé avec une légende populaire d'un scientifique qui se serait appelé Faustus et qui aurait carrément fait un pacte avec le diable pour pouvoir gagner des connaissances ou des pouvoirs spécifiques. Voilà. Et après, suivant les versions du mythe, les détails changent un petit peu, mais globalement, on a toujours ce fil conducteur. Ok. Et du coup, c'est de là qui vient le mythe de ces docteurs Faustus. Et après, comment ça arrive dans la littérature, à l'opéra, qui a eu cette idée magnifique de le reprendre? Ben, après, en fait, ce qui a été assez fou, je trouve, d'ailleurs, c'était en me renseignant pour cet épisode, pour ce podcast, que je me suis rendu compte que le mythe n'est jamais tombé dans l'oubli. C'est-à-dire depuis sa conception, depuis cette première époque de la fin XVIe siècle, en fait, ensuite, on a toujours eu un minimum de 2 ou 3 œuvres qui sortaient par siècle sur ce sujet-là. Et puis, ça a explosé complètement au XIXe siècle avec en plus tout ce qui était révolution industrielle, etc. Ça a encore augmenté ce mythe, ce personnage qui est tiraillé comme ça entre ces questions. Quelle place est-ce que je dois réserver finalement à ma spiritualité, à la religion, et quelle place est-ce que je dois donner à mon besoin, moi, d'apprendre, de connaître, de savoir. Et ce tiraillement-là, en fait, s'est reflété dans toutes les formes d'art. Et donc, comme jusque dans la première moitié du XXe siècle, la forme d'art la plus populaire, la plus accessible, c'était l'opéra, on s'est aussi retrouvé avec énormément d'opéras. En fait, c'est assez fou, mais depuis le début XVIIe siècle, on se retrouve avec 40 opéras sur le sujet. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est encore tout à fait d'actualité, puisque le tout dernier opéra à être sorti sur le sujet de Faust, qui s'intitule d'ailleurs Faust, il date de 2007, donc c'est quand même extrêmement récent. Mais là, du coup, par rapport à ce que tu me racontes, c'est-à-dire que en fait, chacun s'est réapproprié cette histoire et il a fait sa propre version. En fait, c'est pas une personne qui s'est dit ah, je vais faire cette histoire autour de Faust et que ça a été repris par plusieurs, disons, mises en scène ou des adaptations. Mais c'est en fait chacun a fait un petit peu son histoire différente avec des variantes, j'imagine. Oui, alors donc il y a eu ça. Après, il y a quand même eu quelques versions qui ont primé, qui ont été extrêmement importantes au cours de l'histoire. La première qui a été extrêmement populaire, ça a été la pièce de théâtre de Christopher Marlowe, qui était fin 16e, vraiment à l'orée du XVIIe siècle, et qui a permis en fait à toute la population européenne de connaître et de s'approprier cette légende. Et ensuite, on a eu le deuxième tsunami, on va dire culturel, qui a été le Faust et même les Faust de Goethe au 19e. Donc pareil, toujours pièce de théâtre, parce que ça a été un monument quand c'est sorti, ça a été traduit dans plein de langues, voilà, d'ailleurs c'est encore traduit de nos jours. Et c'est plus cette version de Goethe qui ensuite a servi vraiment dans les opéras et tout ça, parce que
on arrivait vers la période romantique, c'était 19e, et donc il y avait encore plus, si possible, cet attrait pour des personnages tourmentés. Et comme Faust, en fait, il n'y a que ça dedans, on a eu une recrudescence, et c'est là que ça a vraiment explosé. Mais sinon, oui, c'est aussi tout à fait vrai, vu que c'est une légende, de dire que chaque compositeur ou chaque auteur a modifié des petits trucs à sa façon, puisque bah, après tout, c'est une légende, on en fait un peu ce qu'on veut, quoi. Voilà. Tout à fait. C'est un peu le principe des légendes, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé ou pas, ou quelqu'un qui a compris quelque chose dans l'histoire, C'est ça. ça parle, et ça parle, et ça parle, et chacun interprète à sa façon. Mm. C'est un peu l'enjeu. Tu me parlais de Goethe, Mm, et du coup, cette influence qu'il a eue pour passer le personnage vers l'opéra. mm. Est-ce qu'il a fait des choses particulières? Ben, lui, ce qu'il a fait, il a pas mal modifié en fait l'histoire de base, c'est-à-dire que tout simplement, il l'a mise au goût du jour pour le 19e siècle. Donc, la première chose qu'il a faite, c'est que dans les pouvoirs que le diable donne à Faust en échange de son âme, c'est déjà que Faust était en fait arrivé à un grand âge et d'un seul coup il retrouve la jeunesse. Donc ça c'est la première grosse chose qu'il a mise en place et depuis Goethe, quasiment tous les Faust se retrouvent dans cette situation-là où en fait au début de l'histoire ils sont des vieillards, le diable arrive et il leur donne la jeunesse. Et la deuxième chose quand même prépondérante, c'est que grâce à cet apport de jeunesse, eh ben, Goethe, en fait, a fait arriver une histoire romantique. Donc, non seulement c'était la période romantique, mais en plus, il a rajouté du romantisme dans son histoire en ajoutant le personnage de Marguerite, qui est le grand amour de Faust. Voilà. Et après, alors, suivant les versions et aussi suivant les mises en scène, puisqu'on peut toujours réinterpréter un texte par la mise en scène, Faust peut être soit très amoureux, et auquel cas, il s'en veut, en fait, puisque à chaque fois que lui, il se rapproche de Marguerite, eh ben, il la condamne, il l'amène vers le péché, vers le mal, vers le diable. Et puis il y a d'autres versions où tout simplement il est très content d'être en couple et d'avoir retrouvé la jeunesse pour des raisons relativement évidentes. Et c'est là qu'on trouve d'ailleurs un aspect de cette histoire qui me plaît beaucoup moins, qui est que techniquement, c'est un vieillard qui se met avec une très jeune fille. Voilà. Je comprends. Ouais. Je comprends le dérangement. Après, c'est vrai qu'il y a plein d'histoires un petit peu liées à ça dans l'époque. Tout à fait. L'époque, Petit Don Juan, c'est n'importe quoi au niveau des relations amoureuses, et voilà. Donc, oui, complètement. Après, Goethe, en fait, je pense qu'il a cherché, que ce soit conscient ou pas conscient, j'en sais rien, je l'ai pas là, mais je pense qu'il a placé dans le personnage de Marguerite, en fait, tous les idéaux, toutes les idées les plus pures et inatteignables du 19e siècle, et donc, évidemment, Marguerite, c'est l'innocence, la pureté, la jeunesse, c'est aussi la foi. En fait, c'est un truc qui est très très important dans l'œuvre de Goethe, c'est que Marguerite, elle a une foi inébranlable qui guide sa vie. Et donc c'est ça qui, elle, personnellement, l'a fait énormément souffrir, c'est qu'elle est dans une relation avec un homme qui est littéralement accompagné par le diable, et elle, pendant ce temps, n'est pas au courant, et elle essaye d'être une bonne chrétienne, c'est-à-dire qu'elle a du mal avec le fait qu'en fait elle soit en couple alors que elle n'est pas mariée. Assez rapidement, Faust la met enceinte. Et donc en fait, elle a un enfant, et le fait d'avoir un enfant à cette époque-là, quand on n'est pas marié, c'est quelque chose qui est absolument terrible, et d'ailleurs elle en souffre beaucoup parce que tout son village la repousse complètement. Et elle essaye désespérément de se rapprocher de l'Église et de Dieu pour essayer de se racheter quelque part. Et en fait, elle trouve des obstacles de plus en plus énormes sur sa route parce que d'une certaine manière, elle est déjà damnée. Et la seule concession que Goethe a faite, c'est qu'au bout de sa vie absolument horrible, parce qu'en fait elle devient folle suivant les versions, elle tue sa mère ou elle tue son enfant, ou les deux, hein, quand même, voilà. Et tout à la fin de l'histoire, en fait, par la prière, au moment où elle est en prison, en fait, Marguerite meurt, et c'est là qu'elle a sa rédemption, parce qu'en fait c'était pas sa faute. Voilà. Mais on reste quand même sur une histoire qui utilise bien la femme et qui prend la femme comme une sorte d'objet qui pourrait sauver toujours l'homme. Et c'est sûr, de nos jours, on ferait jamais une narration de ce type-là, mais au 19e, c'était non seulement courant, mais en plus, c'était considéré une perfection de narration. Voilà. c'est exactement ce que j'allais te dire, que bon,
Aujourd'hui, 2025, c'est pas forcément des thèmes qu'on traite de la même façon, mais bon. Avant de te poser une autre question, j'aimerais bien qu'on voit un petit peu cet univers dont tu nous parles. Donc, je te propose qu'on voit une petite vidéo de mise en scène de Faust, et après on en parle. Plaisir.
Ben voilà. C'était beau, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Déjà, c'est quoi cette version? Ça vient d'où? C'est qui l'a mis en scène? Alors, donc là, on est sur, l'opéra de Charles Gounod. Donc Faust, déjà, c'est l'opéra qui parle de Faust qui est le plus connu au monde à l'heure actuelle. Voilà, c'est un opéra français avec un livret en français. C'est un opéra qui date, de 1859 et qui a eu d'ailleurs un petit peu de mal à sa création à trouver son public parce que, bah, c'est une œuvre qui parle du diable. Voilà, donc les producteurs étaient pas forcément ravis, mais finalement, c'est de la très, très belle musique et assez rapidement, ça a eu du succès et ensuite ça s'est plus jamais arrêté. Voilà, donc déjà on est sur une œuvre vraiment populaire et qui est un bon point de départ pour aborder ce mythe quand on ne le connaît pas, je pense. Pour cette production spécifiquement, c'est une production de l'opéra de Turin et il y a un excellent casting dedans, donc on a, Charles Castronovo qui fait le rôle principal, de Faust, qui est un excellent ténor et puis après, voilà, globalement tout le casting, reste intéressant pour ce qui est des personnages principaux et donc c'est une production qui moi m'intéresse énormément, celle de Turin, parce que alors déjà pour son aspect esthétique qui moi me plaît beaucoup, c'est tout à fait personnel, mais en fait j'aime ce mélange de noir et blanc, l'aspect des murs autour, qui sont marbrés, les costumes qui sont au contraire alors soit noirs, soit blancs pareil, soit très colorés. On a notamment, les chœurs qui sont en rouge vif parce qu'en fait, ils représentent les démons qui suivent Méphisto, qui suivent Satan. Il y a d'autres aspects très intéressants qui sont pas spécialement dans l'extrait qu'on vient de voir, mais sur le traitement de Marguerite en tant que femme qui souffre énormément par la société qui l'entoure, mais surtout par le traitement que lui a infligé Faust, puisque ben voilà, elle l'a enfanté seule, il n'est jamais revenu la chercher, la retrouver, donc elle est malheureuse en amour et également au banc de la société, et il y a des aspects de mise en scène très intéressants sur la femme enceinte et la souffrance qu'elle peut ressentir. Voilà. Et après, voilà, c'est le côté esthétique. Ce que j'aime beaucoup dans cette production, c'est qu'il y a à la fois une beauté esthétique et aussi une beauté musicale. C'est une très bonne version dans l'ensemble. Bien sûr, il y a toujours des petits défauts, des petits détails qui vont pas trop. Mais moi, c'est ça qui me plaît beaucoup, beaucoup là-dedans. Oui, surtout que bon, justement, enfin, on l'a vu dans l'extrait, c'est assez épuré, mais c'est assez intéressant, c'est assez magnifique en fait, cette structure circulaire, c'est assez imposant. Ça donne aussi, pour moi, ce que je vois, c'est un espèce d'effet loupe en fait, où il y a un œil tout puissant peut-être, je sais pas, qui regarde en fait à la loupe ce qui se passe sur cet espace-là, et même le personnage, on l'a vu sur la vidéo, qui regarde à travers cette loupe, cette cercle, c'est assez intéressant, assez visuel en fait. Donc c'est très beau, je trouve. Bah justement, c'est qu'en plus, là, dans cette scène, c'est au milieu de l'opéra, en fait, et c'est le moment où Faust et Marguerite tombent véritablement amoureux, et où, en plus, Faust, en suppliant Marguerite, finit par rester avec elle, et donc par détruire sa vie complètement. C'est à la fois le point culminant de beauté et d'amour, et aussi de tragique, donc c'est un moment très très important. Et puis, juste derrière, on a en fait Méphisto, on a le diable qui passe derrière eux, et qui, comme tu l'as très bien dit, les observe, les épie. Ça change suivant les productions. Il y a beaucoup de productions où en fait il n'est pas là pendant cette scène pour laisser toute la place au côté amoureux. Et ça fait effectivement partie, moi, de ce que j'aime bien dans cette production-ci, qui donc a été mise en scène par Stefano Poda, parce qu'en fait il reste là, le plateau, même s'il y a ce gros anneau qui prend beaucoup de place et qui habille beaucoup le plateau, en fait sinon le reste du plateau est assez nu, c'est large, et donc ce couple qui essaye de se faire une intimité, finalement ils sont très très exposés par rapport à tout ce qu'il y a autour. Et en plus, effectivement, ça crée de très belles images esthétiquement parlant. Enfin voilà. Alors je suis évidemment très très biaisée vu que c'est moi en plus qui ai proposé la production, mais c'est vraiment une production que j'adore et c'est ma préférée perso. Du coup, ça me fait penser. Effectivement, c'est toi qui as choisi cet extrait et je trouve que c'était assez judicieux, assez beau.
Quelles sont les autres versions que tu trouves intéressantes? C'est pas forcément que ça soit ta préférée ou pas, mais qu'ils ont apporté quelque chose de différent, que tu trouves qu'il y avait quelque chose de très judicieux ou osé, ou je sais pas. Comment tu interprètes la question? C'est vraiment des façons personnelles, mais quels sont d'autres types de mise en scène dont tu pourrais nous parler un petit peu? Alors sur le plan purement de la mise en scène, il y en a eu une qui est un petit peu ancienne maintenant, qui est une mise en scène de Lavelli. Et en fait, celle-ci, elle a été révolutionnaire parce que elle a pour la première fois transposé l'histoire, non plus à l'époque de la Renaissance, mais à l'époque en fait de la conception de l'œuvre, à l'époque de Gounod, donc au 19e siècle. Et ça a été une énorme révolution parce que globalement, jusque dans les années 70-80 à l'opéra, on faisait beaucoup les choses comme c'était écrit dans le livret sans chercher à vraiment innover. Et là, c'était une conception nouvelle où on explorait d'autres choses. C'était extrêmement nouveau. Donc cette production est particulièrement importante, on va dire, dans l'histoire de l'œuvre. Après, il y a beaucoup de versions globalement qui me plaisent de cet opéra, mais c'est vrai que ce que je préférerais, c'est en fait plutôt d'autres approches du mythe de Faust, parce que je pense que c'est très important. Faust a été mis en scène dans plus de 40 opéras, rien que pour les opéras, donc c'est absolument énorme comme chiffre. Et là-dessus, il y a plein d'œuvres en fait qui sont très très importantes. On a eu déjà La damnation de Faust en 1846, qui est mon opéra préféré du mythe de Faust, voilà, donc de Berlioz. Et après, il y en a eu plein en fait au 19e siècle qui ont éclaté et qui sont tous plus importants les uns que les autres. On a le livret italien du Mefistofele de Boito, avec un nouvel aspect parce qu'en fait, on développe la figure du diable pour la première fois. Au lieu de s'intéresser à Faust, on s'intéresse au diable parce qu'on est dans cette période romantique qui cherche des personnages torturés, et personne n'est plus torturé que le diable. Et on a aussi Robert le Diable, pareil, de Meyerbeer, qui est aussi un opéra français. Il y a aussi des dérives comiques parfois, comme on voit dans Le Petit Faust, qui a été composé par Hervé. C'est encore un opéra français, c'est un petit opéra comique, opéra bouffe. Et puis enfin, une interprétation de ce mythe qui reste quand même très cher à mon cœur, c'est pour moi le Fausto de Louise Bertin, qui est très important parce qu'en fait c'est un opéra qui a été écrit par une femme, et il y en a pas tant que ça. Et l'ouverture est absolument magnifique. De toute façon, cet opéra est très très beau et il n'est pas connu, on ne le joue jamais, tout simplement parce que personne ne le connaît, et donc bah, ça fait un cercle vicieux. Mais toutes ces œuvres sont, et bien d'autres encore, sont des œuvres qu'il faut absolument découvrir et qui sont très intéressantes dans leurs différences. Génial. Et j'adore parce que du coup, justement, pour que les gens qui nous entendent le sachent, la première musique qu'on a entendue au début de l'émission en fond, c'était justement le Faust de Louis Bertin. Donc voilà. Bah, écoute, Viviane, c'était bref, c'était concis, c'était fort, c'était hyper intéressant, mais on arrive à la fin de l'émission. Malheureusement. Oui, malheureusement. C'est trop court, hein, ça va vite, hein. Mais j'espère qu'on pourra compter avec ta voix, tes connaissances et ton bon esprit pour une prochaine émission sur un autre sujet, Avec plaisir. un autre opéra. On verra, on va échanger. Sur cela, je te remercie beaucoup. Mais c'est moi qui te remercie. Bon, pour finir, bien évidemment, je vous incite à tous et à toutes à suivre La Petite Renarde Opéra sur Instagram et sur YouTube. Comme ça, vous aurez un petit peu plus d'informations sur le monde de l'opéra. Viviane poste pas seulement des informations sur les opéras, mais aussi sur justement le milieu de la technique. Comme je le disais au début, travaille actuellement à l'Opéra Comique à Paris, donc il y a plein de photos, des couloirs, des choses hyper intéressantes de ces lieux magnifiques. Donc n'hésitez pas à la suivre. Puis, comme d'habitude, je vous invite également à cliquer sur le bouton souscrire de cette chaîne, à liker la vidéo, à la partager, à nous laisser tous vos commentaires. Sur cela, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!